Le français et la francophonie sont-ils des atouts pour le développement de la République démocratique du Congo? Est-il possible pour les filles, les femmes, des grands hommes et grands personnages de ce pays de se frayer un chemin en dehors du nom de leur mari ou de leur père? Débat au féminin, samedi 13h30, après les infos, reçoit Isabelle Tchombé, représentante personnelle du président de la République à la francophonie et fille de Moïse Tchombé. Dans un monde, dans une Afrique dominée de plus en plus par l'anglais, quelle est la place et l'importance de la langue française, surtout ici en République démocratique du Congo et dans une Afrique, une RDC foncièrement patriarcale? Les femmes, les filles des grands hommes ayant marqué l'histoire ont-elles eu et ont un rôle à jouer ou une place encore à revendiquer dans cet espace ici en République démocratique du Congo? Madame, Messieurs, nous allons recevoir pour vous Madame francophonie ici de la République démocratique du Congo, mais également héritière. Elle engendre ou elle est à la tête d'une histoire qu'on va essayer de développer ensemble ici dans le cadre de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir Madame Isabelle Machik Ruth Tchombé. Rose. Rose, on va faire plus à simple. l'anglaise. Rose. Rose, c'est le nom de votre mari? Oui, ma mère. Ma mère s'appelle Rose. Machik Rose. Machik Rose Oui. Tchombé. Voilà. Et pourtant, vous êtes mariée, très mariée. Oui. Pourquoi vous ne portez pas le nom de votre mari? Mais c'est parce que je crois que j'ai évolué dans la diaspora et que à une époque où même dans votre passeport, on ne met même plus le nom de votre mari, on met simplement que vous êtes marié, parce que peut-être que les mœurs ont évolué et que les femmes changeaient plus facilement de mari, et qu'on était sûr qu'avec votre nom de fille, c'était votre nom ad vitam aeternam. La jeune fille, c'est pas comme toutes les jeunes filles, c'est quand même Tchombé. Oh, un atout, c'est ça, un avantage quand même de se dire qu'on est la fille de Tchombé. Je crois que la question est mal posée, c'est savoir est-ce que je peux imaginer m'appeler autrement? C'est mon identité. Donc je suis née Isabelle Machik Ruth Tchombé et je le suis encore. Je n'ai jamais eu la tentation de changer de nom puisque c'est le mien. C'est le vôtre, mais qui ressasse ou qui rappelle quand même des souvenirs pas très reluisant pour le pays. Quand on cite le nom de Tchombé, on voit tout de suite la sécession katangaise et on voit surtout la mort de Lumumba. Ça vous a marqué? On voit surtout l'histoire des vainqueurs. Parce que Moïse Tchombé n'est pas parti d'ici en tant que sécessionniste ou assassin de Lumumba. Il est parti d'ici victime d'un coup d'État, parce que Premier ministre de la République démocratique du Congo, premier à avoir organisé des élections générales transparentes, désigné futur président de la République fin 65, et on lui a fait un coup d'État. C'est un homme qui est arrivé ici, effectivement, avec une mauvaise réputation, parce que, comme je vous dis, il y a toujours la réputation que vous donnent les vainqueurs. Il est arrivé ici, mais quand il est arrivé ici en 64, ce n'est pas de son fait. On est venu le chercher dans son exil madrilène. On est venu le chercher parce que le pays était en décomposition et qu'il fallait absolument reconstruire le pays. Et qu'il est venu ici, qu'il a réunifié ce pays, qu'il a dit cette fameuse phrase « Donnez-moi 3 mois, je vous donnerai un Congo nouveau ». Ça s'est traduit dans une réalité économique. Un pays qui était effectivement, je dirais, en décomposition aussi bien économique que politique. Il l'a reconstruit et il a pu organiser des élections. Et là où on ne l'attendait pas parce qu'on se disait que bon, c'est ce Katangais là, à Kinshasa, une fois qu'il aura recomposé le pays, une fois qu'il aura reconstruit l'économie du pays, on pourra s'en débarrasser. Mais il a fait le grand chelem aux élections. C'est une partie de l'histoire de Tchombé qu'on ne connaît pas ou qu'on n'étudie pas.
qu'on ne veut pas connaître. Je dirais que quand je vous parle de l'histoire des vainqueurs, nous avons eu un coup d'État qui a bénéficié à qui? Qui a bénéficié au président Mobutu, qui est devenu finalement un dictateur, mais qui s'est approprié des victoires de Tshombe. Quand on a appelé Mobutu le pacificateur, excusez-moi, c'est par rapport à quelle guerre? Il est devenu pacificateur parce que Moïse Tshombe a pacifié ce pays. Alors, il fallait raconter une histoire pour pouvoir décrier l'homme le plus populaire de l'histoire de la RDC. Parce que si vous interrogez, je crois qu'aujourd'hui nous avons même Monsieur Mamboléo qui peut vous parler. Vous avez des personnages importants qui peuvent vous raconter que c'était l'homme le plus populaire dans ce pays. Et c'est cette popularité qui c'est un homme d'affaires puissant aussi, fils d'un autre homme d'affaires aussi, ça a quand même joué. Oui, mais il s'est appauvri en politique. C'était un homme d'affaires puissant, c'est vrai. À l'époque coloniale, son père était l'homme le plus riche de la RDC, et je dirais même de la sous-région, puisqu'on peut retrouver l'histoire de mon grand-père dans les annales d'Israël. Son histoire est inscrite dans je dirais, les mémoires des services secrets. Mon grand-père était un homme effectivement extrêmement riche et qui avait compris que pour pouvoir être respecté par le colon, il fallait avoir la puissance financière et il fallait avoir aussi, comment dirais-je, le bagage. Donc j'ai eu un grand-père autodidacte, polyglotte, et qui, en plus, était encore à cheval, avait encore, je dirais, la tête dans la tradition, puisque à l'époque, le pouvoir chéfal, le pouvoir de l'empereur Lunda était important. Il a fait un mariage heureux avec une princesse Lunda et il s'est dit que ses enfants auraient la puissance financière et la puissance politique. En parlant d'une petite anecdote, en préparant cette émission, j'ai essayé de chercher sur Wikipédia. On cite effectivement le nom de votre grand-père, mais pas celui de votre grand-mère. Ma grand-mère, c'est Louise, la princesse Louise IV. Quel a été son rôle, justement? Ça m'a tiqué de voir. Justement, c'est pas l'apanage de la RDC ou des Africains, mais là on parle quand même de Wikipédia, on met en exergue quand même ce côté homme, ce côté grand-père, ce côté papa, mais pas la mère. Quel a été son rôle, d'après vous, de votre grand-mère aux côtés de votre grand-père? Je l'ai connue, ma grand-mère. Ma grand-mère était une de ses maîtresses femmes. C'est-à-dire qu'elle avait eu une éducation très stricte. Elle savait, je dirais, rester à sa place dans l'ombre du grand monsieur. Mais elle avait une personnalité qui irradiait dans sa maison. Et le grand monsieur n'était plus un grand monsieur quand il était à la maison. Et je crois qu'elle a été un appui formidable pour mon grand-père, puisque, pour prendre un langage francophone, je dirais c'était un roturier. Donc elle a été un tremplin formidable pour lui, parce que effectivement le fait de se retrouver à côté du Mointiave lui a permis de rencontrer des tas de gens et surtout de rencontrer des gens de tous bords et des Occidentaux. Et donc, il a été forgé à cette école-là des Occidentaux. Mon grand-père a commencé très petitement. Il a été cuisinier, il a été boulanger, il a été guide. Donc, c'est ce qui lui a permis de voyager aussi bien en Angola que dans toute la RDC avec le colon. Mais ça lui a permis aussi d'apprendre le français, le portugais et l'anglais. Et aussi de découvrir la route du diamant. On en parle peu dans l'histoire familiale, mais je suis sûr que cette route du diamant, il l'a connue et il a su
apprendre comment construire une affaire. Donc il a commencé par des petites factories et ensuite son empire s'est agrandi parce qu'il a eu des magasins dans toute la RDC, mais surtout il avait aussi commencé l'industrialisation avec le coton, etc. Donc je dirais que aujourd'hui on dirait que c'est un capitaine d'industrie et il s'est fait respecter par le colon, parce qu'il employait le colon. Donc, votre grand-mère a certainement eu un rôle à jouer, mais qu'en est-il de votre mère? Parce que c'est vrai que votre grand-mère, son mari n'est pas mort en étant traité ou qualifié de sécessionniste, mais votre mère, si, de surcroît, son mari est mort en exil, je crois, en Alger. Oui. Et comment est-ce qu'elle se comportait pendant tout ce temps où chaque matin, elle se réveillait et entendait par exemple que son mari est traité d'assassin, de sécessionniste? Mais comme une princesse. Parce que ma mère était une princesse aussi. C'était la fille du moins diable de l'époque. Et donc elle avait eu une éducation aussi très stricte, mais où on apprend à se maîtriser, où on apprend à encaisser les mensonges. Elle l'a vécu depuis l'enfance, elle nous l'expliquait. Comment est-ce que vous pouviez être vilipendé, montré du doigt, avec des contre-vérités. Mais comme elle avait été aux côtés de mon père, et elle savait aussi le rôle qu'elle devait jouer pour pouvoir protéger ses enfants, mais à la fois les éduquer et les préparer à l'adversité. Elle faisait quoi, par exemple? Comment elle faisait pour vous mettre à l'abri de toutes ces informations-là, justement? Mais elle commençait d'abord par nous apprendre notre histoire. Parce qu'évidemment, quand vous descendez des empereurs, etc., il y a une histoire. Il y a une histoire. Ma grand-mère maternelle, son grand-père a été assassiné par les colons. Ma mère a eu dans sa famille aussi, puisqu'elle est de la famille des chefs, des gens assassinés, des gens, je dirais, j'ai un de mes aïeux qui s'est retrouvé enchaîné dans un sac de pierre et jeté dans l'eau. J'ai été visiter l'endroit où on l'a jeté dans l'eau. Donc toutes ces épreuves-là sont dans notre ADN, je dirais. Et donc, avoir un mari qui est devenu président du Katanga et puis Premier ministre, un mari qui a été vilipendé, mais qui a été aussi monté au fait, je crois que c'est quelque chose qu'elle a pu tout de suite intégrer. Et elle nous a appris le courage. Il faut affronter, il faut connaître qui on est d'abord, savoir que toute médaille a un revers, que s'appeler Tchombe, ça peut être un avantage, mais ça induit aussi des devoirs. Et c'est exactement là où je voulais en venir, s'appeler Tchombe, surtout quand on est fille, quand on est femme, c'est un atout, un privilège quand même. Je vous parlais de médaille, donc la médaille a toujours un revers. Disons que tantôt, on peut vous prendre comme une cerise sur un gâteau, parce que c'est bon d'avoir quelqu'un qui a un nom emblématique. On peut l'exhiber, qu'on exhibe un hochet, mais ça devient dérangeant quand le hochet pense, il réfléchit. Donc, c'est pas toujours apprécié. Parce qu'effectivement, quand on s'appelle Tchombe, qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, on s'est forgé aussi une personnalité, on s'est forgé aussi un caractère, et du fait qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Alors, il y en a qui vous prennent d'abord parce que vous vous appelez Tchombe et finissent par apprécier Isabelle, mais il y en a qui vous prennent parce que malgré tout, on va quand même prendre une Tchombe, et qui finissent aussi par ne pas apprécier Isabelle, parce que effectivement, un nom comme celui-là vous donne aussi une liberté. Vous savez, quand vous avez vécu pas une arrogance? Je ne pense pas, parce que
quand vous êtes élevé comme j'ai été élevé, on vous apprend d'abord la modestie. Je crois que cette aisance-là vient avec l'âge. Vient avec les expériences personnelles, et qu'elles soient heureuses ou malheureuses, c'est ça qui vous donne cette aisance. Mais moi, enfant, j'étais une enfant timide. Jeune fille, j'étais une jeune fille timide. Il était difficile que je lève mon doigt, j'avais peur. Je me dis que je vais me tromper. En fait, je connaissais la réponse. Mais j'avais peur aussi du regard des autres. Parce qu'effectivement, quand vous vous appelez Tchombé, quand on arrive dans votre classe et qu'on dit que, surtout si vous êtes la seule noire dans la classe, et en plus vous vous appelez Tchombé, vous devenez une bête curieuse. On a besoin de vous regarder de plus près, on a besoin de vous toucher, on a besoin de voir si vous êtes normal. Donc ce sont des choses aussi qui font que vous devenez une enfant timide. Vous avez peur du regard parce que vous avez toujours peur d'être jugé. Et les gens sont rarement indifférents quand vous avez un nom emblématique. Ils ont toujours tendance à vous juger. Parce qu'ils attendaient de vous quelque chose, ils se sont imaginés que peut-être être la fille de Tchombé, on doit être comme ça. Donc ils se sont imaginés et vous ne correspondez pas à ce qu'ils ont imaginé. Ou bien ils s'imaginent que vous avez eu toutes les chances du monde, parce que quand vous avez ce nom-là, c'est un nom connu, on sait que votre grand-père était riche, votre père était riche, donc vous êtes né dans la soie, il ne vous manque rien. Donc, vous prenez les places des autres, de ceux dont c'est une nécessité pour vivre, alors que ce n'est pas vrai. Vous êtes frayé un chemin à vous en tant qu'Isabelle, pas en tant que Tchombé. En tant que les deux. En tant que les deux, parce que je vous dis, je ne sais pas séparer les deux. C'est moi, les deux. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, je rappelle qu'on reçoit Isabelle Tchombé, représentante personnelle du chef de l'État en charge de la francophonie, mais également fille de son père, Moïse Tchombé. On va dire ça comme ça. Mais vous avez fait une bonne partie de vos études, d'ailleurs toutes vos études à l'extérieur du pays, en France. J'ai commencé la maternelle en France, j'ai fait le primaire, secondaire en Belgique, puis je suis retournée en France pour faire l'université. Et puis vous rentrez au pays en 99. Oui. Via Gaëtan Kakoudji, qui était à l'époque gouverneur du Katanga. Voilà, je rentre en 97 en fait. 97. Oui. Via Gaëtan Kakoudji qui fait appel à moi pour venir au Katanga. Et puis, c'est là où vous croisez le chemin de Musée Laurent Désiré Kabila. Oui, voilà. En fait, je ne pensais pas faire de la politique, mais au bout du compte, avec le recul, je me rends compte que tout mon parcours m'amenait un jour à faire de la politique. Je pense que j'ai mal vécu la politique en tant que victime, parce que j'ai eu un père assassiné pour avoir voulu servir les autres. Il n'a pas été assassiné parce que c'était le père d'Isabelle Tchombé. Il a été assassiné parce que c'était Moïse Tchombé, l'ancien Premier ministre de la RDC, qui pouvait un jour revenir à la RDC puisqu'il était populaire. Officiellement, c'était pas une crise cardiaque, votre père il n'est pas mort d'une crise cardiaque? Comme disent les gens, je mettrais des guillemets. Hein, parce que quand on meurt d'une crise cardiaque, il est facile que votre famille puisse faire une autopsie. D'accord, ok. C'était une parenthèse, voilà. En tout cas parce que dans certains manuels, il est écrit que Moïse Tchombé serait mort. Mais c'était l'annonce officielle. Mais pour vous, c'était un assassinat. On ne pouvait pas en faire un martyr tout de même. Vous avez refusé d'être du côté des victimes, de vivre la politique en tant que victime. Voilà, c'est-à-dire que je me disais que c'était un monde ingrat, puisque j'ai grandi en orpheline de père, dans un pays étranger, parce que mon père faisait de la politique et qu'il défendait sa nation. Et donc je voyais que cette nation n'avait pas de gratitude, puisque justement le portrait qu'on en faisait n'était pas un portrait très ragoûtant. Donc j'étais un peu frustrée en tant qu'enfant,
Et je me disais que je ne ferais pas ça. Mais étant donné que j'étais élevée, comme je vous ai dit, par une dame qui, elle, était ancrée, qui était congolaise jusqu'au bout des ongles, mais qui connaissait l'histoire et qui ne voulait pas justement que on soit complexé par rapport à notre propre histoire. Il fallait qu'on se l'approprie et qu'on comprenne tous les enjeux. Donc, petit à petit, je me suis rapprochée de l'Afrique. J'ai commencé à travailler à la Commission européenne dans des micro-projets pour l'Afrique. Donc, chaque fois, je me rapprochais pour l'Afrique. Je faisais des conférences en Occident par rapport à la femme africaine, par rapport au développement. Donc, tout ça, petit à petit, m'a amené vers l'Afrique. Et au bout du compte, mariée, ayant des enfants, je ne voulais pas que mes enfants grandissent en Europe. Donc, c'est rare. Déjà à l'époque, vous vouliez pas. Je ne voulais pas que mes enfants. Vous n'êtes pas nombreuses quand même. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent en Europe parce qu'effectivement, la vie trépidante que nous avions faisait que nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous occuper véritablement de nos enfants. Et comme j'étais une femme active, donc c'était difficile et je ne voulais pas justement que quelque part mes enfants soient aliénés mentalement. Il fallait qu'ils sachent d'où ils venaient, donc c'est l'Afrique. Je ne pouvais pas rentrer en RDC parce que la RDC, il y avait une dictature et que bon, elle était un peu responsable aussi de la mort de mon père, donc je ne pouvais pas rentrer de gaieté de cœur ici. Donc je me suis rapprochée autrement, en visitant d'abord l'Afrique de l'Ouest à travers des micro-projets, en rencontrant des gens intéressants comme Sankara, etc. Donc tout ça me rapprochait de l'Afrique en défendant les causes de Mandela et autres, parce que j'avais été impressionnée par Winnie Mandela à son passage en France, etc. Donc petit à petit, j'étais près de l'Afrique et j'ai fini par trouver un emploi. En fait, des chasseurs de tête m'ont trouvé pour travailler en Afrique du Sud ou au Zimbabwe. Donc, j'étais en train d'hésiter entre les deux. Ça me rapprochait de chez moi. L'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Moi, je suis du Katanga. C'est déjà l'Afrique australe. Et nous avons beaucoup de points communs sur le plan culturel. Donc, je me disais, oui, c'est possible. Et surtout au Zimbabwe, l'Empire Lunda arrivait jusqu'au Zimbabwe. Donc, je pouvais encore trouver même de la fraternité là-bas. Et j'étais en train de préparer ça quand un certain Laurent Désiré Kabila a commencé à faire du bruit à Goma. Donc, là, je me suis dit, tiens. C'est une opportunité de rentrer à la maison ? De faire quelque chose pour la maison. Parce que j'ai défendu, j'ai été la présidente de la Ligue zaïroise des droits de l'homme en Belgique. C'est moi qui ai fondé cette Ligue en Belgique. Donc je défendais déjà le Congo. Mais je défendais le Congo sans y vivre. Donc je le défendais à travers des témoignages que je recevais, etc. J'étais en contact avec des gens du Congo. Et j'étais aussi dans une autre association qui faisait des projets pour le Katanga. Donc je me suis dit, mais oui, c'est l'occasion d'être là et de ne pas faire que du cérébral, mais d'être intégré dans les réalités. Donc voilà. C'est comme ça. Et vous devenez depuis... Nous parlons depuis 99 ou 2000, Madame Francophonie. Oui. Ça arrivait comment ? Mais peut-être parce que j'étais en France quand on a créé, on a appelé, disons, l'agence de coopération technique Francophonie. J'étais étudiante et donc le concept m'avait intéressée. Mais bon, quand je suis rentrée ici, ça n'avait rien à voir. Mais il se trouve que quand je suis rentrée au gouvernement et que Laurent Désiré Kabila semblait divorcer avec la francophonie, mais c'était un gros malentendu. Et quand il a changé de ministre des Affaires étrangères, donc il a voulu voir
qu'est-ce que c'était ce gros machin, parce qu'il l'a aussi appelé gros machin. Qu'est-ce que c'était ce gros machin? Et il s'est dit, tiens, cette petite dame-là, puisque elle doit être un peu un produit français, elle a étudié par là, et surtout que le vieux Hérodien, nous avions fréquenté la même université, pas à la même époque, donc... il s'est dit, bon, cette Sorbonnarde, elle va sûrement pouvoir mieux nous expliquer ce que c'est et rencontrer les gens de la francophonie. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma première mission auprès de Boutros Ghali, et évidemment qui m'a reçu à bras ouverts. Là, le nom Tchombé a servi, je dois dire, parce que effectivement ça vous a ouvert les portes, oui, là, sans audience. Oui, il était curieux, parce qu'en fait ce nom suscite toujours la curiosité. On veut voir qui le porte et qui le défend. Et qui le défend. Comment il le défend, voilà, d'ailleurs. Exactement. Donc ça m'a permis d'avoir une entrée facile auprès de Boutros Ghali. Et surtout qu'il avait connu le personnage. Et donc, je dirais, la glace s'est fondue directement, et ça m'a permis de pénétrer effectivement alors dans les instances de la francophonie et de venir expliquer à Laurent Désiré Kabila les enjeux et l'importance d'être dans cet espace francophone. Expliquez-nous, c'est quoi ce gros machin, la francophonie? Parce que ça fait des années. On nous dit, nous sommes le premier pays francophone. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que cette francophonie nous apporte. Pourquoi nous devons être fiers d'être le premier pays francophone? Je ne sais pas si c'est la fierté qui doit primer ou c'est simplement un constat. La RDC est réputée avoir 80 millions d'habitants. La France n'y arrive pas. Et donc c'est le premier pays francophone en termes d'habitants. En termes d'espace, le Canada nous dame le pion. Donc nous sommes le deuxième pays en termes d'espace. Ça, ce sont nos réalités. Alors, quand on a créé la francophonie, parce que la francophonie, au fond, est une création africaine, qui était d'abord une agence de coopération technique, où les anciennes colonies françaises, qui s'étaient retrouvées avec un dénominateur commun, qui était la langue, et qui étaient des jeunes pays qui voulaient pouvoir évoluer, mais la coopération était une nécessité. Donc, ils ont pris ce dénominateur commun, qui est la langue française, pour pouvoir se rassembler. C'est pas un prolongement de la colonisation française, mais la France, de cette France-Afrique. La France n'était pas preneur. La France n'était pas preneur. Ça a été plutôt subtil de leur part. Ils disent non, on se met en retrait, bon, notre langue est là, elle peut faire l'affaire, quoi. Elle est rentrée à reculons, mais ce n'est qu'après, je pense qu'elle a compris que ça peut servir aussi pour un rayonnement. Et que effectivement aujourd'hui où nous sommes avec l'anglophonie, sinon l'anglomanie, la francophonie permet d'une certaine manière de rééquilibrer un tant soit peu les choses. De continuer d'exercer quand même l'influence française en Afrique, ou du moins dans l'Afrique francophone. Mais au fil des ans, les Africains se décomplexent. Parce que les générations changent. Le président de la France d'aujourd'hui n'est pas le président de la France d'il y a 40 ans, il y a 50 ans. Les rapports de coopération qu'il y a entre les pays ne sont plus ceux qu'il y a 50 ans. Il y a toute une génération d'Africains qui ne sont pas nés pendant la colonisation, donc qui n'ont pas le même rapport. Mais il se trouve que ces pays-là, sans doute, à cause de la colonisation, ont dû intégrer le français. Mais aujourd'hui, ce français, ils s'en sont appropriés. Donc, ça fait partie de leur langue. Et à la francophonie, c'est un vote, une voix. Une voix, un vote. Donc,
quand je dirais, les Africains sont unis, leur voix prime, mais bien sûr qu'il y a toujours autre chose derrière, c'est, je dirais, le pouvoir financier. C'est le pouvoir financier qui aussi, les choses commencent à évoluer parce que auparavant, les grands donateurs, c'était les pays du Nord. Mais les Africains cotisaient très peu. Mais aujourd'hui, les Africains se sont mis aussi à avoir leur contribution à jour, etc., et à être partie prenante. Moi qui travaille depuis tant d'années, dans nos réunions, les voix africaines n'étaient pas toujours audibles, mais aujourd'hui elles le sont. Là, pour quelle finalité est-ce que vous entendez j'allais dire, cette petite musique-là, de certains Congolais qui se disent, si on était colonisé par des anglo-saxons, on aurait été, on allait être un meilleur pays qu'on l'est aujourd'hui. Parce que justement, colonisé, c'est vrai, pas par les Français, mais quand même par les Belges qui ne sont pas si loin des Français. Et ça se dit tout le jour. C'est-à-dire, notre malheur, on le doit à la langue, on le doit justement à cette colonisation francophone. Non, c'est peut-être aussi une méconnaissance de l'histoire. Les Belges, ils ont deux langues. Et la plupart des colons qui venaient ici étaient des néerlandophones, hein. Ça, on l'oublie. D'ailleurs, il y a certains vocables néerlandais qui sont encore dans nos langues. Je ne dirais pas des gros mots, je ne le dirais pas à l'antenne, mais il y a des gros mots qu'on retrouve chez nous, voilà, des petits vocables qu'on retrouve chez nous. Je vais vous donner par exemple en Swahili de Lubumbashi, on dit qui dit, dans ma langue maternelle aussi on dit qui dit, mais c'est le dikenek du néerlandais. Ah, vous voyez, donc il y a aussi ça dans notre colonisation. Donc, et que nous avons aussi subi cette dichotomie de la langue belge. Je ne crois pas que ce soit la colonisation. D'abord, nous n'avons pas eu de colonisation française, il faut se le dire. Nous aurions eu une colonisation française, je crois que les choses aussi auraient été différentes. La France a quand même généré des Senghor et autres. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Nous avons eu Lumumba quand même. Non. Ce n'est pas l'enseignement qui a fait le Lumumba. Moi, je ne parle pas de héros. Je ne parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que vous aviez des Félix Éboué, vous aviez des tas de noms en France qui sont des noms d'Africains, d'Antillais, etc., qui ont pu émerger. Si on a pu faire le concept négritude, c'est parce que la colonisation était différente en France que celle de la Belgique. En Belgique, nous terminons quand même la colonisation avec 4 universitaires. Et nous n'avons jamais eu la nationalité belge. Moi, j'ai vu le passeport de mon grand-père. C'était un passeport belge, mais on mettait sujet congolais. Donc, nous n'avons jamais eu cette nationalité-là. Nous avons vécu en France, la colonisation française n'a pas créé l'apartheid. Nous avons vécu l'apartheid en RDC, mais on n'en parle pas. Nos parents l'ont connu. Il y a eu la ville blanche et la cité indigène. Vous allez dans les colonies françaises, la cité, il n'y a pas ce complexe de la cité et de la ville. Mais par rapport à l'anglais, là, le français, oui, il y a peut-être des différences entre la colonisation belge et française. Mais maintenant, par rapport à l'anglais, le français ne donne plus d'opportunités. Ce n'est pas une langue d'opportunité. Ce n'est pas une langue de business. C'est une langue, voilà, qui n'aide pas. Non, je pense que c'est un faux débat, ça. Je veux dire, est-ce que c'est le fait de ne pas parler anglais qu'on n'a pas d'opportunité? Non. Quand on a du génie, on l'a partout. Et je pense que, d'abord, nous n'avons pas à avoir cette bataille-là. Le Congolais apprend l'anglais sans problème. Je vois même à notre télévision nationale, il y a des émissions en anglais.
Pourquoi devrions-nous faire une bataille entre le français et l'anglais? Intégrons les deux langues. Dans le sud, moi je viens du sud, on parle plus facilement anglais, on parle français bien sûr, mais on apprend facilement l'anglais puisque nous avons la Zambie, nous avons toute l'Afrique du Sud, etc. qui est proche de nous. Et je dirais moi-même dans ma langue maternelle qui est le Lunda, il y a plein de mots anglais, ils viennent pas d'aujourd'hui. Mes grands-parents avaient ce nom-là, l'armoire, on dit cabach chez moi. Donc la voiture, c'est motocar. Bon, donc on doit arrêter de trouver des excuses pour justifier notre sous-développement. Nos incuries. On est dans ça. L'histoire de la francophonie, l'histoire entre la francophonie et la RDC a été marquée par deux faits, en tout cas que moi j'essaie de résumer en deux faits, c'est-à-dire le sommet de chef d'État en 2014, qui a fait beaucoup parler de 2012, qui a fait beaucoup parler de lui. Oui. Mais il y a également, cette élection qu'on a eu du mal à digérer, ou cette désignation d'une Rwandaise à la tête de l'OIF. Non, mais la pilule a été très difficile à avaler. Comment vous qui étiez là, vous qui êtes là depuis 2000, en tant que représentante personnelle, et vous qui avez les compétences quand même, on n'avait pas des femmes pour placer en face de Mushikiwabo? Mais c'est le choix de la RDC. Madame Mushikiwabo n'y est pour rien. Son président a fait un lobbying. Il était président de l'Union africaine. Mais vous étiez aux côtés de Joseph Kabila à l'époque. Qu'est-ce qui justifiait ce Joseph Kabila n'a pas fait de lobbying. Il se disait quoi? Il se disait, quand vous posez pourquoi vous ne voulez pas qu'on ait un candidat, une candidate? Je n'étais pas dans sa tête, donc je ne sais pas. Vous lui avez jamais posé la question après? On nous doit quand même des explications, parce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'un pays qui est dans le Commonwealth puisse, par un coup de baguette magique, devenir à la tête de la plus grande structure de la francophonie. Quand on est organisé et qu'on fait un bon lobbying, on y arrive. Il faut une volonté politique. Louise Mushikiwabo est là parce qu'il y a eu une volonté politique du Rwanda. Et nous n'avons pas eu de volonté politique. Je ne sais pas quelles sont les raisons, mais nous n'avons pas eu de volonté politique. Donc nous avons laissé le champ libre. Alors, si nous l'avons fait, peut-être ce sont des réalités diplomatiques, peut-être. Si nous ne l'avons pas fait, peut-être que mon faciès ne plaisait pas. S'il s'agissait de mettre une femme, peut-être. Je n'en sais rien. Vous aviez quand même manifesté cet intérêt-là. Est-ce que c'était ça? Ou vous attendiez à ce qu'on puisse vous pointer du doigt et dire, est-ce que vous-même, vous avez voulu... Non, c'est-à-dire que quelques années plus tôt, il m'a été proposé d'envisager d'être un jour à la tête de la francophonie. C'est moi-même qui avais dit ça. Cette proposition datait de 2003, je pense. C'est moi qui ai dit que non, nous revenons de loin. Il faut une crédibilité. Il faut une crédibilité. Vous êtes un pays qui est à feu et à sang, etc. Il faut se construire. Et puis nous venons de réintégrer vraiment la francophonie en participant aux différentes instances, etc., en étant dynamique. Donc, il y a un travail à faire. C'est un travail de fond. C'est comme les coureurs de fond. C'est-à-dire que vous n'allez pas gagner la course comme ça. Donc, il y a un travail à faire. Il y a une crédibilité à avoir parce que nous avions quand même une mauvaise réputation. Donc, il y avait tout ça à refaire. Et pour moi, c'est un travail qui devait prendre encore au moins 5, 6 ans, 7 ans. Vous avez laissé passer votre chance quand même. Pardon? Certains diront, Madame Isabelle Tshombe a laissé passer sa chance. Non, parce qu'en 2003, d'abord, Abdou Diouf n'est parti qu'en 2014. C'est l'élection de 2014 qui a fait le changement. Mais avant ça, écoutez, Abdou Diouf était là.
Et franchement, ça a été un excellent secrétaire général de la francophonie. Je crois que moi-même, en lui faisant un discours d'adieu, lui rendant hommage, je lui disais qu'il nous laissait un goût de trop peu. Parce que, effectivement, ça a été un homme très important dans cette francophonie. Il a su nous fédérer, mais il a surtout donné justement à l'Afrique ce poids et cette envie de véritablement participer à l'organisation. Donc il a marqué cette organisation et je crois que, comme m'a dit d'ailleurs Joseph Kabila quand Abdou Diouf s'en allait, on ne peut pas remplacer Abdou Diouf, on lui succède simplement. Et voilà, effectivement, donc moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai une grande affection pour cette personne et un grand respect. Et donc je me vois mal à cette époque-là devenir un challenger d'Abdou Diouf. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc il y a eu ce côté-là, ce goût assez amer. Bon, bah, on aurait bien voulu avoir une Congolaise ou un Congolais à la tête de l'OIF. Mais vous n'avez pas fait beaucoup de bruit non plus. Hein. Bah, si, on se posait quand même beaucoup de questions. mais face à l'évidence, on se disait, mais on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a personne? Et aujourd'hui, avec un peu de recul, on veut savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on me l'a beaucoup dit dans les corridors, mais j'ai vu très peu. Il y en a eu quand même, j'ai entendu quelques voix quand même s'élever, mais vous êtes senti seul dans ce combat? Il n'y a pas eu beaucoup de féministes entre guillemets, non, des femmes qui ont poussé? Non, je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu, c'est vrai. Peut-être que j'oublie, mais je ne me souviens pas. J'ai entendu des voix d'hommes, oui, même au cabinet du chef de l'État, les journalistes hommes, oui, mais je n'ai pas entendu vraiment les femmes. À votre avis, c'était pourquoi? Peut-être un manque d'intérêt sur le sujet, je ne sais pas. Vraiment, vous me posez la question. C'est la première fois que je me pose la question. Ah, c'est la première fois, ça ne m'était pas venu à l'esprit d'ailleurs que il n'y avait pas de femmes pour le dire. Oui, en francophonie, j'ai eu beaucoup de femmes qui l'ont dit, beaucoup de jeunes femmes, parce que évidemment, elles se sont habituées à mon franc-parler, à ma façon de m'exprimer et de participer à la francophonie. Donc oui. À la francophonie, oui, j'ai entendu beaucoup de voix de femmes. Est-ce que c'est pas parce que vous avez tendance à vous mettre à l'écart de toutes ces structures féminines qui font du lobbying pour un peu pousser à une plus grande représentativité de la femme? Mais écoutez, je pense que peut-être il y a un éternel malentendu, je pense, avec ces groupes. Parce que maintenant, je dirais que les choses sont un peu en train de changer. Mais depuis que je suis arrivée, j'ai quand même vu toujours les mêmes qui sont là, qui participent à tout, Sun City, les groupes de femmes de ceci, de cela. Conférence nationale, voilà, caucus des femmes. Quand j'allais justement à New York pour la condition des femmes et tout, ce sont toujours les mêmes que je retrouvais, etc. Donc il y a eu, je dirais, il y a une sorte de caste. Hein, surtout quinoise, hein, il y a une sorte de caste de femmes qui peut-être le mot est trop fort, mais qui me donne moi l'impression d'avoir confisqué la parole, hein, et qui se complaisent peut-être dans ce rôle d'exception. Vous savez, c'est vrai. Moi, je travaille dans un monde d'hommes, mais je vois la francophonie que ça s'est féminisé sérieusement. Quand j'ai commencé, très peu de représentants personnels étaient des femmes, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais chez nous, bien, on a l'impression que les femmes qui sont là ne drainent pas les autres. Et ce sont les exceptions.
On veut être la seule, cette singularité, on veut être... Mais c'est assez confortable aussi, parce que les hommes vous paternent un peu, hein, parce que bon, vous êtes la seule femme, voilà. Mais moi, je ne trouve pas ça très sain. Hein, et moi, j'aime le partage. Et je pense, parce que moi, souvent, à l'étranger, du moins, ce sont les femmes qui m'ont fait des passes. Ce sont les femmes qui m'ont toujours débusqué, plus que les hommes. Et donc, j'ai appris à travailler avec les femmes depuis très longtemps. Mais ici, je me suis dit, tiens, on a l'impression que les vieux poncifs de crépage de chignon, l'ennemi de la femme, c'est une autre femme, et tout ça. Ce qui est absolument faux. Travailler avec des hommes, s'ils se crêpent pas le chignon, ils se donnent des coups de poing. Bon, voilà, au sens propre comme au figuré. Les hommes ne se font pas plus de cadeaux que nous, mais justement, nous, comme souvent nous sommes minorisés et que nous sommes dans des cercles machistes, eh bien, on veut vous réduire au crépage de chignon. Or, bon, les mésententes, c'est quand même, c'est universel. Votre CV fait peur aussi, Madame Isabelle Tchombé. Je suis en train de lire votre CV, mais on se dit, souvent quand on a un CV aussi lourd, ça fait peur. Mais je ne sais pas, pourquoi est-ce que le travail, surtout dans un pays où les gens galopent, tuent père et mère pour avoir un doctorat, au moins labellisé, licencié, docteur, ceci, cela, on aurait peur d'une expérience. Or, l'expérience est une richesse. Il faudra en profiter. Je pense que les gens qui côtoient quelqu'un qui a de l'expérience doivent être des éponges. Parce que ça vous nourrit. Moi, j'ai été nourri de l'expérience des autres. Et il faut se réjouir justement de celui qui a de l'expérience, de celui qui avance, parce que il va vous amener vers le dessus du panier. Mais par contre, si vous êtes seul et isolé, vous risquez de tomber justement du panier et de ne pas pouvoir vous relever. Le lundi dernier, le président de la République, je crois en marge de la journée internationale des droits des femmes, avait reçu, vous avez utilisé le terme, les femmes d'exception. Et à l'issue de la rencontre, il a donné son accord de principe, comme quoi, dans le prochain gouvernement, on aura 30% de femmes. Je dis, mais youpi, ça y est, on y est. Mais on y est presque, je dirais. Je me réjouis, bien sûr, parce que c'est une avancée. Mais en même temps, je me désole parce que ce n'est pas la parité qui est dans la Constitution. Donc on a quand même violé la Constitution, qui dit qu'il faut 50-50. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de batailles ici sur la violation de la Constitution. Je crois que cette bataille-là de l'article 14 n'effarouche personne. Il y a quelques jeunes femmes, je vois qui commencent à parler et à s'organiser. Je pense que oui. C'est-à-dire que si nous avons... Une violation consentante. C'est-à-dire, on viole les droits de la femme et elle est consciente qu'elle est en train d'être violée et elle dit quand même bravo pour les 30%. On nous a habitués à applaudir. On nous a habitués à dire merci, à être des bons élèves, à dire merci. Ne croyant pas que nous avons des droits, nous pensons simplement que, je dirais que ce sont des faveurs qu'on reçoit. Alors que non, il faudrait peut-être voir les choses en d'autres termes. Hein, parce que la RDC a des hommes et des femmes. Quand il fallait voter cette constitution, ce sont des hommes et des femmes qui l'ont votée. Alors, comment se fait-il que, au bout du compte, les hommes doivent nous donner des cadeaux alors que nous sommes allés mettre notre bulletin dans l'urne
pour consacrer cette parité. Donc je pense que on reçoit à la limite ce qu'on mérite, dans le sens où nous ne bataillons pas assez. Mais bon, je suis contente quand hier j'assistais à une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, où j'ai entendu la première dame de la RDC réclamer cette parité. Hein, et donc ce n'est plus simplement, je dirais, on sollicite une faveur, mais on prend en compte nos droits et les devoirs de nos politiques. Donc il faut absolument qu'on continue. On a eu une avancée, mais il faut arriver à ce que cette constitution soit respectée et qu'on ait la parité. Parce que c'est possible. Si le Rwanda peut le faire, peut avoir plus de 63%. Mais vous voyez combien de Congolaises brillantes il y a quand même. C'est malheureux de se dire que c'est pas possible de faire 50% du gouvernement avec des femmes brillantes de la RDC. Oh ouais, on aimerait bien que le président de la République nous dise, mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on peut pas avoir le 50-50? Moi, je pense qu'on a un président quand même qui apprécie les femmes. Hein, qui apprécie le travail des femmes, qui n'est pas dans ces clivages-là. Parce que d'ailleurs, je pense que si on arrive aux 30%, ceux qui réfrènent sont les partis politiques. Vous avez quand même vu tous ces gens qui sont allés voir le Premier ministre, qu'il a reçu. Combien de femmes accompagnaient tous ces groupes? Très peu. Donc ça vous montre déjà la représentativité. Alors, quand il va falloir remplir la copie pour inscrire les gens dans le gouvernement, pour les proposer, il y a des partis où franchement, il n'y a pas de femmes, ou bien alors les égos masculins sont tellement importants que, nous, on nous prend pour des suffragettes. Je veux dire, on est là pour applaudir et dire merci. Voilà, vous venez de parler du président on vient de parler du président de la République. Vous avez travaillé avec 3 présidents, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, maintenant c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Vos rapports avec les 3, on commence par Laurent Désiré Kabila. Avec Laurent Désiré Kabila, c'est un rapport précieux. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé le tempérament parce que cet homme m'a donné, je dirais, le goût du Congo. Le goût du Congo parce qu'il respirait le Congo à travers ses tripes et tous ses pores sortaient, c'est le Congo. C'est-à-dire que matin, midi, soir, Laurent Désiré Kabila n'avait que le Congo en ligne de mire. Et il nous imposait une discipline pour œuvrer pour la nation. Et il ne pardonnait pas le copinage. Parce que très souvent, dans les gouvernements, les ministres, ça devient des copains et je dirais qu'on s'envoie l'ascenseur et on oublie parfois pourquoi on est là, c'est pour servir une population. Et en tout cas, Laurent Désiré Kabila nous a donné ça. Mais il nous a donné aussi une discipline. Il fallait être discipliné. Laurent Désiré Kabila était à cheval sur l'horaire. Vous n'arriviez pas à n'importe quelle heure au Conseil des ministres. On vous mettait dehors. Il suivait votre travail. C'était un président qui, quand vous étiez en Conseil des ministres, qui notait. Donc, 2 semaines, 3 semaines après, il pouvait vous poser la question, où en êtes-vous dans tel ou tel dossier, etc. Et Joseph Kabila? Joseph Kabila, je pense que il avait beaucoup plus de difficultés dans le rapport humain. C'est-à-dire, Laurent Désiré Kabila avait beaucoup de proximité avec ses ministres, ses conseillers, etc. C'était un homme affable qui aimait rire, qui était sévère, certes, mais qui aimait rire, et on sentait qu'il aimait la vie. Hein. Je dirais, Joseph Kabila, en anglais, on dirait shy. C'est-à-dire que c'est un introverti. C'est un introverti, donc il ferait
pas facilement avec les gens. Donc le contact direct est cher avec Joseph Kabila parce que il faut vraiment je dirais c'est même pas le fréquenter, mais le décliner pour savoir, pour de temps en temps effectivement arracher et le sourire, découvrir le sourire, l'éclat de rire. Et une petite parole et un mot, c'était quand même compliqué, ça on le lui reprochera toujours. Mais je pense aussi que, c'est mon point de vue, mais je crois que un jour je l'ai entendu parler à CNN, mais je ne l'ai jamais vu autant à l'aise. Moi je crois que la langue anglaise, il est plus à l'aise dans la langue anglaise comme moi, je suis plus à l'aise dans la langue française que dans la langue anglaise. Je crois qu'il a été pétri dans cette langue-là, entre le swahili et l'anglais, parce que la même chose, quand il s'exprime en swahili, il est beaucoup plus à l'aise, alors que le français, il doit chercher le mot juste. Et en lingala, n'en parlons pas, on se rappellera quand même de sa campagne où il était obligé d'avoir un interprète qui était Vital Kamere. Mais là, je rappelle toujours aux auditeurs que nous recevons Isabelle Machik-Ruth Tchombe, oui, avec Fachi Béton, comme dire certains, avec l'actuel. Comment ça se passe? 2 ans et demi pratiquement. Mais ça se passe bien parce que... Bizarrement, vous n'avez pas été mise à la porte. Hein? Non, parce que je crois qu'il a reconnu un travail. Je pense que ma réputation m'a précédé. Et votre nom aussi? Je ne sais pas si c'est seulement le nom, parce qu'on me sort souvent l'affaire du nom, mais je dis aussi que non. Il y a eu des tas d'enfants ou d'adultes, mais qui ont des noms emblématiques, qui sont passés à travers ces 20 dernières années dans ce pays. Moi, je suis toujours resté parce que le travail, pour moi, est une priorité. C'est-à-dire, quand je représente le président de la République à la francophonie, c'est le président de la RDC. Ce n'est pas l'individu, c'est le président de la RDC. Donc c'est pour la RDC que je travaille d'abord. Et c'est pour le rayonnement de la RDC que je travaille. Donc il y a un respect de ce travail-là. Et je pense que le président a dû apprécier ce travail-là. Et je suppose qu'il s'est aussi renseigné dans les instances de la francophonie. Et bon, j'ai plutôt bonne presse dans les instances de la francophonie. Et puis, nous avons aussi une histoire commune, je dirais. Monsieur Tshisekedi était quand même, Tshisekedi père, son premier mandat de député, il était de la CONACO de Moïse Tchombe. Donc ça aussi, ça crée des liens dans un sens où il connaît aussi une vérité de l'histoire. Il ne connaît pas seulement la vérité du vainqueur. Il connaît aussi la vérité de Tshisekedi. Vous risquez de donner raison à ceux qui disent que nous sommes dans la République des enfants, après la République des pères. La République des enfants? Mais je pense que vous pouvez faire le tour du monde. Je répondrai par une boutade. Mais si vous êtes... lisez Astérix, Obélix, qu'est-ce qu'il dit? Il est tombé dans la marmite. Hein? Il est tombé dans la marmite de la potion magique. Quand vous êtes l'enfant d'un homme politique, vous grandissez dans cet environnement-là. Et très tôt, vous apprenez les arcanes du pouvoir, vous apprenez le managering des gens, vous apprenez le contact, vous apprenez à aimer aussi votre pays. Hein, et surtout, donc, il est normal, je dirais, que quelques années plus tard, vous ayez
envie d'emboîter le pas de votre père, puisque tout parent d'ailleurs, tout parent veut toujours que son enfant aille un cran au-dessus et que son enfant puisse entrer dans ses sillons et puis les dépasser. Et je crois que c'est ça. Mais on ne peut pas non plus empêcher les enfants, sous prétexte que vous avez eu un père célèbre, de pouvoir briguer des mandats. Rapidement, un dernier mot, c'est en rapport avec le prochain jeu de la francophonie, 9e jeu de la francophonie. On va le réussir, ces jeux? Moi, je suis persuadé qu'on va le réussir. J'y crois fermement. Ça va, vous travaillez bien avec toutes les structures. Il y en a aussi tellement liées à la francophonie pour que ces jeux soient une réussite. Mais disons que c'est un tandem. Quand on prépare des jeux, on le prépare aussi avec les instances de la francophonie. Donc on a à la francophonie le comité international des jeux de la francophonie qui nous accompagne. Nous avons un travail sur terrain qui est de préparer les infrastructures. Et là, il y a un engagement ferme du chef de l'État par rapport à ça. Et vous voyez bien qu'il vient de faire des nominations pour justement booster cette organisation de la francophonie. Et moi, je suis là pour faire la jonction avec les instances de la francophonie. Isabelle Tchombe, derrière un grand homme, se trouve une grande dame. Derrière une grande dame, se trouve qui? Un grand homme. J'ai un mari qui est très discret parce que je pense que quand vous avez une femme qui est très en vue, pour la protéger, il faut être discret. Donc, il préfère la discrétion donc, que de se faire appeler Monsieur Tchombe. Isabelle Tchombe, merci d'avoir été notre invitée dans le cadre de Débat au féminin. Nous avons parlé de Tchombe, nous avons parlé de la francophonie, mais nous avons plus parlé d'Isabelle. Dans tout ça, Isabelle Tchombe et francophonie, merci d'avoir été de nôtre. Merci. J'espère qu'on va se revoir dans les tout prochains jours pour débattre d'autres sujets également. Ça sera plaisir. Donc j'espère que vous n'allez pas nous fuir, surtout quand on voudra aborder le côté politique. Souvent les femmes, elles n'aiment pas trop parler politique quand on les invite, mais moi je suis née dans la politique, donc je n'ai aucun problème. Je suis partie prenante. On a le droit d'avoir des opinions. Donc, et c'est important de les formuler. On n'est pas là pour murmurer simplement à l'oreille de celui qui veut bien entendre. On est là aussi pour parler, justement, pour celles qui n'ont pas voix au chapitre. On est là. C'est un devoir, en fait. Merci beaucoup de ces assurances. Merci aux auditeurs, des spectateurs qui nous ont suivis dans le cadre de ce débat au féminin qui, je vous le rappelle, a reçu Isabelle Tchombe, représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un tout nouveau numéro de votre émission Débat au féminin. Le français et la francophonie sont-ils des atouts pour le développement de la République démocratique du Congo? Est-il possible pour les filles, les femmes, des grands hommes et grands personnages de ce pays de se frayer un chemin en dehors du nom de leur mari ou de leur père? Débat au féminin, samedi 13h30, après les infos, reçoit Isabelle Tchombe, représentante personnelle du président de la République à la francophonie et fille de Moïse Tchombe.